Et un flag, le flag de 4h30. Un braquage vient d'avoir lieu à Marseille. Hervé part en mission sur un flagrant délit. Il est officier à la VMA pour l'unité vol à main armée. Il fait partie des chasseurs de braqueurs. Tu vois que la première heure est très importante pour les investigations. Une pharmacie vient de se faire dévaliser en centre-ville. Il faut faire vite. Il faut qu'on arrive le plus rapidement sur place pour pouvoir donner les premiers éléments pour diffuser le signalement des auteurs. Il faut rapidement trouver des indices pour orienter l'enquête. La pharmacienne est à bout de nerfs, c'est son 3e braquage. Bonjour. J'en ai marre là. Non, je suis capable de le... Si j'étais un homme, je l'aurais tué. Non, il avait un casque blanc. Ouais. Après, il est passé là, à côté de moi, j'ai vu son arme. Je continue à servir, faire comme si de rien n'était. Je vais pas risquer ma vie. Hein. Je le vois, et quand il me voit, il part. Et après, en fait, je sors, et il est surpris que je le suis pas, je m'en fous. Hein. Je veux dire, j'en ai marre 3 fois, s'il y a personne qui m'aide, après on s'aide soi-même. Non, j'en ai marre. Je suis crevée. Tous les jours, ils vont venir. J'ai pas le droit de laisser ma porte ouverte, j'ai pas le droit... Non, je suis à 2 pas du commissariat, j'en ai marre, j'ai plus rien à dire. La patronne menace de faire justice elle-même. Voici le mur des non-identifiés. Des photos de braqueurs activement recherchés par les unités de police. Sur les 6000 braquages par an, près de la moitié visent les petits commerces. Qui sont les acteurs de cette délinquance en pleine explosion? Il a fait des bêtises, hein? Il a fait un gros braco, père. Ouais, je continue, je cherche pas dessus, je suis en galère, ben, je mets une cagoule et j'y vais. Ça passe ou ça casse. Qui sont ces petits commerçants victimes de braquages à répétition? De combien de braquages? 11 braquages en 2 ans et demi. Quelles sont les méthodes de la police pour les interpeller? Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à 3h du matin, ivre, sur un scooter, avec un fusil de chasse approvisionné au plein milieu de la Canadienne. C'est la police! Tu crois que je trouve du poulet chez toi? Tu crois que j'ai fait un bouffe sur ton compte? Arrête, des fois ça arrive à mes collègues et toi! Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour nous parler comme ça? Comment des mineurs deviennent-ils braqueurs? Tu peux pas braquer et t'en sortir. Tu peux pas. Bon, tu fais un braquage ou 2, tu t'arrêtes, encore tu as des chances. Mais tu fais 2-3 braquages par semaine, 2-3 braquages par semaine, tu es fichu. Quelles sont les nouvelles cibles dans le collimateur des braqueurs? En première ligne, les distributeurs automatiques bancaires et les casinos. En fait, là, effectivement, là, si vous rentrez dans cet espace, là, il y a un peu d'argent à prendre. Il faut qu'ils sachent que s'ils viennent, il y a un risque. Et le risque, c'est qu'ils perdent la vie. Comment les sociétés de sécurité tentent-elles de faire face à ces gangsters de plus en plus violents? Qui sont ces nouveaux gangsters surarmés? On est sur des gens qui méprisent la vie humaine, qui n'hésiteront pas à tuer. La seule morale qu'ils connaissent, c'est la morale de l'argent. Immersion dans la France des braqueurs et de ceux qui les traquent. « 5h30, place de l'Évêché à Marseille. Nous sommes avec la brigade vol à main armée. Les policiers vont interpeller un braqueur présumé. Menottes, gilet pare-balles, calibre à la ceinture. Le suspect habite dans une cité sensible du nord de Marseille. Il faut prendre des précautions. Et donc, entre autres, il est connu pour menace d'atteinte aux personnes sous condition, pour atteinte volontaire à la vie, pour port illégal d'armes, à nouveau pour menace d'atteinte aux personnes sous condition, vol avec violence. Ça fait un bon palmarès de gros délinquants violents. Donc, on va prendre quand même quelques précautions avant d'aller le chercher. L'équipe va rejoindre les hommes de la BAC. Du renfort pour arrêter les caïds. Donc on les soupçonne d'avoir fait un braquage à la librairie Valpresse qui est aux Roches. Les Roches, voilà. Donc c'est des faits de novembre 2010. Après 8 mois d'investigation, ils vont perquisitionner le domicile du suspect. Bonjour monsieur. Toujours. Vous le cherchez à Ne vous inquiétez pas. On a fait le concernant, vous inquiétez pas. vous inquiétez pas. Ah, mais pourquoi vous le cherchez là? Alors, vous expliquez monsieur, déjà il faut qu'on le trouve. Hein? Il est où? Sa chambre. Sa chambre là. Il n'est pas là. C'est quoi le... Il est où? Tout. Dans sa chambre. Dans sa chambre?
On le voit pas? La famille de l'intéressé est surprise au réveil. L'individu est introuvable. Où il était? Dans le placard. Ils viennent de le retrouver caché dans un placard. Ça se fait que tu te caches dans le placard. J'en ai marre, c'est pour ça. J'en ai marre. C'est mort, arrête de faire des conneries. Mais quelle connerie? J'ai rien fait. Si tu n'as rien fait, on arrive, tu es là, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on m'a reproché? D'entrée de te trouver caché dans le placard, c'est que déjà, on se dit, il y a peut-être quelque chose à se reprocher. Hein. Est-ce que mon collègue t'a expliqué ce qu'on te reproche? Bon. Pendant la perquisition, la mère du suspect pique une crise de nerfs. Oh, on peut discuter tranquille ou on crie? Hein? Alors, on discute tranquille ou on crie? Allez, venez. J'ai pas de crime, monsieur, mais Si vous criez là, madame. Venez vous mettre là-bas. Venez avec moi, monsieur, je vous explique. Dites à votre femme qu'elle se taise un peu. Arrête. qu'est-ce qu'il y a? Arrête, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, soupçonner, ça veut dire, c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui, d'accord? Peut-être lui, peut-être c'est pas lui, c'est quoi le problème encore? Eh bien, justement, on va essayer de le déterminer. Hervé recherche des preuves pour un braquage qui a eu lieu dans une librairie. Où, entre autres, il y a eu les tickets de jeux à gratter qui ont été volés. Donc on recherche tout ce qu'il peut y avoir comme jeu à gratter dans la Française des Jeux. Plus évidemment l'arme de poing qui a servi et des cagoules. Tu t'en sers pas de ce téléphone? Non, ça sert même. Il a ta mère celui-là? Alors en forêt bien ou quoi, je suppose que c'est pas ta mère qui s'en sert dessus. Non, ça y est, plus elle. Voilà, c'est ce que je te dis, tu te sers des deux. Allez, on prend les deux. Hervé ne laisse rien passer. L'équipe fouille minutieusement la chambre du suspect. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez parler français? Il ne faut pas que les membres de la famille communiquent sans qu'ils puissent comprendre. Burberry, Prada. Ça va les affaires? Ça vaut combien rien que ça? Ça m'étonnerait que ce soit un t-shirt à 30 €. Hein. Ça? Ouvre-le, c'est une contrefaçon. Des t-shirts de marque et des téléphones portables. Pourtant, il manque l'essentiel, la cagoule et l'arme qui ont servi au braquage. Il a que des convocations de justice. Mais surprise, une grosse liasse de billets. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a un peu de sous quand même. Je me demandais pourquoi elle avait aussi mal au ventre quand j'étais dans le tiroir. Pas mieux. T'as combien là? Combien il y a ici là? Même pas deux, même pas 1500. Même pas 1500 quoi, à peine quoi. 1 500 €. Une importante somme d'argent pour un jeune au chômage. Un indice pour les policiers. Mais le propriétaire ne se laisse pas faire. Il les accuse de vouloir en profiter. Tu veux les rendre à ma mère? C'est quoi cette. Vous partagez entre vous? Vous allez faire Ouais, c'est ça. On va faire la bringue sur ton compte. C'est ça que tu es en train de dire? Pour qui tu nous prends? Oh, pour qui tu nous prends là? Je suis en train de te dire. C'est la police. Tu crois que je trouve du pognon chez toi? Tu crois que je vais faire de bouffe sur ton compte? Arrête, des fois ça arrive à mes collègues et toi. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour nous parler comme ça? Hein? Je trouve 1 500 € dans ton tiroir, tu me dis de le rendre à ta mère, et après tu me dis que je le prends moi pour aller faire de bouffe. Pour qui tu me prends là? Pourquoi vous le gardez avec vous? Parce que je l'ai trouvé, c'est saisi ça. Tu vas justifier d'où ça vient ça. Et tes parents ils vont me justifier d'où ça vient. C'est ma famille, il me donne des sous, c'est ma famille. Allez, mets-lui les pinces là, il commence à me gaver là. Hein? Et là, ils là, tant que je fouille, s'il te plaît. Le jeune homme prétend que ce sont ses parents qui lui ont donné l'argent. Une information qu'Hervé cherche immédiatement à vérifier. Monsieur, vous travaillez? Vous, oui. C'est à vous que je parle. Vous êtes à la retraite? Ouais. Vous gagnez combien à peu près par mois? Je gagne une misère, moi. Une misère? Ouais, la retraite, alors. Vous gagnez une misère et votre dame, elle travaille? Non. Heureusement, j'ai mes enfants qui vous êtes en train de me dire que vous gagnez une misère, que votre maman, elle ne travaille pas? Et vous avez donné 1 500 € à votre fils? Oui, je vous écoute. Désabusés, les parents ne savent plus quoi faire pour couvrir leur fils. C'est le réveil matinal. Oui. Allez, bonne journée, madame. Fin de la perquisition, le suspect est emmené au poste. Une fois à l'extérieur, la pression retombe. Ah ouais, c'est une interpellation classique. Oui, classique. Interpellation classique, tu l'entends? Interpellation classique. Donc à 6 h du matin, c'est sûr que ça leur plaît pas de se faire réveiller. C'est bien, Rachid, fais n'importe quoi, arrestation classique. Et notre indicatif? Après, ça parle beaucoup, hein, mais après, une fois au bureau, il sera plus calme. C'est bon? Allez. Arrête de parler du bon Dieu.
Oh bon, vous ne comprenez pas, oh, les OPJ, je les rends fous. Un garde à vue. Tu sais, nous tu vas pas nous rendre fous, nous. Si tu réponds aux questions, au plus vite elles se régler, au plus vite il y aura une décision. Si tu ne réponds pas aux questions, tu redescends au genre, là. Nous, on se repose tranquille, on se boit le café, on mange un bout, et puis quand on a 5 minutes, on vient te chercher, tu comprends? Et tu vas te manger 48 heures, et puis nous, on va pas se stresser pour toi. Alors franchement, depuis ce matin, tu m'as gonflé, là. Non, honnêtement. Cet individu a déjà fait de la prison. Et il connaît bien le commissariat, c'est sa 20e garde à vue. Il a l'habitude de jouer avec les nerfs de la police. Je peux aller aux toilettes, je suis trop mal loin. Ça. Je suis trop mal loin. S'il vous plaît, je peux aller aux toilettes. Tu connais la garde à vue, tu m'as expliqué. Tu as vu ce que j'ai dit à mon collègue qui m'a un tampon? Il met un tampon sur le billet de garde à vue, je te descends. Tu peux tenir 1 minute. 1 minute, tu peux. Tu vois, c'est ça qui me fatigue. C'est que tu veux tout de suite. Tu veux tes médicaments, tu veux que je rende les sous à tes parents, tu veux aller au shot, tu veux fumer, tout de suite. Je suis pas ta boniche. Mais je sais. Avant l'interrogatoire, le suspect est passé au détecteur de métal et est descendu en cellule dans les sous-sols du commissariat. Après chaque perquisition matinale, il y a une coutume à la brigade. Oui, c'est de coutume quand on doit interpeller des gars à 6 h du matin, on se lève à 4 h, donc celui qui a charge du dossier, il paye les croissants, les pots au chocolat aux autres. C'est une petite coutume qu'on essaie de garder. Ah, ils attendent là? Ah, ils m'attendent, avec impatience. Avec la réforme de la garde à vue, impossible d'entendre un suspect sans la présence de son avocat. Il a été dénoncé par un habitant du quartier pour le braquage d'une librairie. Hervé tente de le faire passer aux aveux. Ouais, je l'ai compris de toute façon. Franchement, vous savez quoi? Désolé peut-être de parler comme ça et tout. Franchement, avec toutes les balances et les racistes qu'il y a dans mon quartier, ça donne même plus envie de faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne même plus envie de faire quelque chose. Même plus envie de faire quelque chose. Même plus. Si tu veux tourner la page et que tu as quelque chose à voir dedans, tu m'en parles de suite. C'est-à-dire? Non, j'ai rien à voir sur le bon Dieu, j'ai rien à voir là. Ah, t'es ma mère, j'ai rien à voir. Il nie tout en bloc. Pour lui, il n'a rien à voir avec ce genre de petit braquage. C'est que du jour au lendemain, si vraiment dans ma tête je me mettrais à braquer, la dernière chose à faire, je crois, serait une pharmacie ou je sais pas quoi là. La presse ou là, je sais pas quoi. C'est l'une des dernières choses que je ferais. Avec un mineur en plus. Avec un mineur 15-16 ans, c'est être fou, pour lui c'est être fou. Le seul témoignage contre lui ne suffit pas pour l'inculper. Le suspect reprend le dessus. Faut vraiment tout prouver, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que tu es dehors. Pas de preuves suffisantes. En accord avec le parquet, Hervé suspend la garde à vue. Ce jeune homme est remis en liberté. À ce jour, le braqueur de la librairie n'a toujours pas été retrouvé. Et les petits commerçants marseillais vivent dans la hantise. 6 h du matin, Monsieur Fedge démarre sa journée la peur au ventre. Il gère une station-service dans un quartier chaud de Marseille et il s'est déjà fait braquer 11 fois en moins de 2 ans. Ça, c'est le chemin que je le fais tout le matin. Oh, salut les gars. Chaque matin, des membres de sa famille l'escortent pour aller au boulot. On y va? Un employé de station-service a déjà été abattu par un braqueur. Monsieur Benfedge est très méfiant. Quand j'ai pris la station, je ne connais pas bien le quartier. Il dit, j'ai quelque chose qu'ils m'ont dit au début, c'est un quartier chaud, mais ils ne savaient pas que c'était si chaud que ça. C'est ingérable. C'est dur de tous les côtés. Monsieur Fedge est traumatisé. Sa vie a basculé dans la paranoïa. Un scooter qui grille un feu rouge, tout devient suspect. Qu'est-ce qu'il fait, il grille le feu rouge, enfoiré? Qu'est-ce qu'il fait? Putain, c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que vous regardez en particulier, justement? Vous dites que vous êtes attentif. Les scooters. Une fois arrivé sur son lieu de travail, il ne s'arrête pas tout de suite. Là, c'est la station. Il fait un tour de garde pour vérifier que le périmètre est bien sécurisé. L'instoriel, là aussi. Sur place, son neveu et son beau-frère ouvrent les grilles. À l'intérieur, Monsieur Benfedge fait un dernier tour de contrôle dans sa station. Car c'est souvent le matin que les braqueurs l'attendent en embuscade. Bon, ouvre. C'est bon. Tu peux ouvrir. Tu te mets là, toi.
2 membres de sa famille pour l'aider à ouvrir la station et surprise, un Rottweiler pour assurer la garde de nuit et son entrée matinale. Cooper, vas-y. Sors, Cooper, sors, Cooper. Non, vas-y, Cooper. Un dispositif hors norme pour une station-service. Depuis 2 ans, M. Benfredge vit dans l'angoisse permanente. Le danger peut venir des 2 côtés, de là ou de là. Son chien méchant à la porte n'est pas bien vu par la direction. Ce ne serait pas très accueillant pour les clients. Avec le lever du jour, M. Benfredge commence à se détendre, un peu. Voilà, merci, bonne journée. Mais impossible de rester zen. Moi, j'ai dit sincèrement, dès que je vois un 2 roues, j'ai quelque chose. J'ai une émotion. Il accepte de nous montrer les vidéosurveillances sur lesquelles sont gravées les trop nombreuses agressions dont lui et sa famille ont été victimes. 15 janvier 2011, 3 individus cagoulés font irruption arme au poing. 2 vont directement à la caisse pendant que le 3e se dirige dans le bureau où se trouve le coffre. Le geste que je le fais, c'est de donner. Alors. Monsieur Fedge ne résiste pas. Il donne tout pour éviter le carnage, c'est la consigne de la direction. Il assiste désabusé et impuissant à son propre braquage. Les clients sont interloqués. Voilà. Et là, il pique un GPS de mon fils, il les a peur, il part. Monsieur Benfedge est père de famille. Ses enfants le remplacent de temps en temps. Il a peur pour sa vie et celle des siens. 13 jours plus tard, le 28 janvier 2011, même scénario, avec 2 hommes cagoulés qui débarquent. C'est son neveu qui est à la caisse. Il tente de fermer la porte, mais trop tard. Le voyou pointe un pistolet sur son visage en réclamant la caisse. Il y a même un enfant dans la station-service au moment du braquage. Dans le haut de l'image, M. Fedge leur court après, mais c'est peine perdue. Toujours au mois de janvier, cette fois-ci c'est sa fille qui est à la caisse. J'ai peur pour ma fille. Quand j'ai vu qu'elle avait le pistolet à la main, j'ai peur pour ma fille. Mais lui, il était poli. Une fois qu'elle a pris la caisse, il paraît qu'il a dit merci à ma fille. Voilà, j'ai couru derrière lui, mais c'est trop tard. Je ne peux rien faire. « 11 braquages en 2 ans et demi. Les butins sont souvent dérisoires, quelques centaines d'euros par rapport à la tragédie encourue. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous les voyez rentrer Humilié. On peut dire ça, humilié. Bon, c'est ça comme une caisse d'épargne. Ils viennent, ils prennent l'argent, ils s'en vont. Son dernier braquage était il y a seulement 3 semaines. Et il fut particulièrement violent. Voilà, ce jour-là, j'étais seul. Et j'aurais pas dû venir seul parce que ma femme elle m'a dit, ne te lève pas seul, ne va pas seul. Cette nuit-là, c'est mon neveu et mon beau-frère, c'était de mariage. Et j'ai pas voulu le réveiller. Bon, j'arrive, je mets la main à la porte et 2 individus qui m'ont bousculé. J'ouvre la porte et la première des choses qu'on m'a demandé, d'ouvrir le bureau. J'étais obligé d'allumer la lumière et de faire mon code. Là, comme c'est un peu long, il m'a donné 2 coups de crosse de calache sur la tête parce que j'étais un peu long d'ouvrir la porte. Et la première des choses, il m'a bousculé. Il m'a demandé d'ouvrir le coffre. Je me suis baissé pour le coffre, 2 coups de pied au bas du dos. Je sentais bien vraiment la violence gratuite, comme on dit. Parce qu'ils viennent braquer, certes, mais de me frapper, pourquoi? En plus, bon, je peux dire, je peux être leur père à 52 ans, à mon âge, je peux être leur père. Monsieur Fedge est à bout de nerfs. Il aimerait tout plaquer. J'ai demandé à ma direction s'il y a une possibilité d'aller ailleurs.
je suis prêt à prendre mon sac et partir. Même si vous partez de suite, je pars de suite. Merci, bonne journée. Depuis 2 ans, le braquage de petits commerces a explosé sur toute la France et particulièrement à Marseille. Du bar-tabac au supermarché, en passant par la boulangerie, pas un jour sans fait divers, pas un commerçant à l'abri. Dernière en date, cette boulangerie. Ah, c'est la 3e fois en fait. Et hier, c'est la 4e. 4 braquages sans jamais donner la caisse. Le patron et son personnel ont décidé de ne pas se laisser faire. Sur cette vidéo, un braqueur pointe son arme et demande la caisse. Les employés lui répondent que l'argent n'est plus dans le magasin. Alors, le braqueur repart bredouille. Mais jouer les héros a un risque. Face à ces amateurs, cela peut vite déraper. Et je les ai aperçus dernière minute. Ils m'ont demandé la caisse. J'ai dit non, je ne donne pas la caisse. Mais elle était à côté de moi en plus. Et il a insisté, comme j'ai refusé une 2e fois, il m'a donné un coup de crosse, j'ai tombé et puis ils sont repartis. Le présumé braqueur de cet établissement a été retrouvé. Le voici, il est mineur, il a été reconnu pas loin de la boulangerie. Lors de la perquisition, la police n'a pas trouvé de preuves, il sera relâché dans la journée. Sa mère est venue le chercher, elle est désespérée, son fils n'en est pas à son coup d'essai. Il avait fait un braquage, il était en prison pendant 6 mois. Et là aussi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne dors pas la nuit. J'ai mal, j'ai un problème de cœur à cause de tout ça. J'ai déjà une fille qui est en prison, le grand. Le boulanger et ses employés discutent avec l'inspecteur qui va relâcher le suspect. Ils ont peur des représailles. Ouais, je sais bien, je vais les recontacter. Non, pour moi non. Maintenant vous avez mes coordonnées, je garde le portable avec moi. Si éventuellement vous étiez ennuyé ou embêté, vous n'hésitez pas à nous contacter. S'il est devant, il y a le 17, donc vous composez ça. Parce qu'en plus, moi je serais certain que c'est lui. Je comprends. Les enquêteurs mettent en garde le présumé braqueur. Là, franchement, s'il y a ne serait-ce qu'un gars qui va là-bas pour dire quoi que ce soit, on fera vite le lien avec toi, tu le comprends bien. Faute de preuves, le mineur est remis en liberté. Pendant ce temps-là, une autre affaire agite la brigade. Un malfaiteur s'est fait attraper par le patron d'une pizzeria qu'il tentait de braquer. Comme le boulanger, certains commerçants n'hésitent plus à risquer leur vie pour défendre la caisse. Le passager descend, rentre dans la pizzeria et va braquer le gérant. Et là, le gérant a un réflexe assez fou. Il saute sur le braqueur. Son employé vient l'aider, vient à son secours et immobilise le braqueur. Le braqueur de pizzeria était en possession d'une arme véritable mais non chargée. Il est emmené chez lui pour une perquisition. Et voir aussi si on n'a pas des éléments sur d'éventuels d'autres braquages. Parce que là, on a découvert une arme, mais il peut en avoir également d'autres chez lui. Il peut également avoir des cagoules, des gants. C'est une des cités sensibles de Marseille, donc on y va à plusieurs effectifs pour éviter tout problème. Ils pourront surveiller les voitures pour éviter que se prennent des jets de pierre ou qu'on leur mette le feu. Donc là, le but, c'est de se garer en s'éloignant des fenêtres. Hervé débarque en force dans cette cité pour rechercher des indices afin de retrouver son complice. Menotté, le coupable est amené à son domicile. C'est la police. Bonjour. Bonjour. Il y a ses parents, vous êtes, madame? Il habite chez des cousins. Rien sous le lit, rien dans la chambre. Ils vont alors questionner le cousin pour identifier le complice qui s'est échappé sur une moto. Soit ils obtiennent le nom du second malfaiteur et il aura une peine plus courte, soit c'est la peine maximale. Mais au moins, s'ils sont jugés tous les deux, là, pour des faits de tentative de vol, là, ils vont passer immédiatement et ça va être rapide. C'est-à-dire que la peine sera faible, il sera jugé de suite. Si on n'a pas le deuxième, ton cousin, là, il va moisir en tôle le temps qu'il soit jugé. Là, il part pour 3 ans. On aurait l'auteur, je pense qu'il se prend 6-8 mois. Au revoir, madame. En sortant de la cité, un voisin lui recommande le nom d'un avocat spécialisé. Ouais, l'avocat, ça va, mais il faut que c'est toi qui le désigne. Ramirez. Ouais, Ramirez. Ouais, mon frère. Il dit que tu n'as rien fait de mal, t'as vu? Non, il a juste fait une tentative de voir la main armée. Vas-y, mon frère. Ouais, mon frère. Une scène habituelle dans le quartier.
un comité de soutien s'improvise au pied de l'immeuble. Ramirez, mon nom. Retour au poste, les policiers vont tenter de le faire parler en présence de son avocat commis d'office. Il s'appelle comment alors? Je sais pas. Je préfère pas le dire. Ah, je préfère pas alors. Je ne souhaite pas le dire. Alors question, pourquoi ne pas donner son identité? Pourquoi? En représailles. Donc tu n'as pas de représailles? De la part de qui? De lui et de ses copains? De lui et d'un peu tout le monde, parce que je rentre en prison et les représailles seront, puis je sors et ils seront pareil. L'individu refuse de coopérer, les policiers font une dernière tentative pour qu'il livre son complice. Tu ne pourras pas te juger tant qu'on n'a pas les deux auteurs. Donc là, en attendant, tu vas te déférer et tu vas faire de la prison. Tu prends tout sur toi? Ouais. Ok, est-ce que tu voulais rajouter autre chose ou pas? Hein? Que je regrette les faits. Et autre chose... Et que je m'excuse des personnes que j'aurais pu traumatiser. Le braqueur ne balancera pas. Hervé connaît la musique. Parce que dans les quartiers, c'est mal vu de passer pour une balance. Ils préfèrent faire 5-6 ans de prison et rentrer dans le quartier en disant « moi, j'ai pas balancé mon complice » plutôt que de faire 2-3 ans, d'être libéré et d'avoir l'étiquette balance toute sa vie dans le quartier. Ce majeur ira directement en prison en attendant son jugement. Pour les mineurs, il y a des prisons spécialisées, souvent suivies d'un passage obligatoire en foyer de réinsertion pour jeunes délinquants. Ici, la plupart des adolescents sont tombés pour braquage ou vol à l'arraché. Dans ce foyer, des éducateurs spécialisés comme Nordine et Mohamed les aident à se réinsérer. Première mission du jour, le réveil des résidents du foyer. Oh, entre parenthèses, la chambre, tu l'as trouvée propre quand tu es arrivé, je te signale. Elle est propre, ouais. Elle est propre, non, elle n'est pas balayée. Tu as fait le ménage mardi, tu appelles ça le ménage, toi? Tu appelles ça le ménage, toi? Parmi ces jeunes, il y a Thomas, tombé pour un braquage à main armée particulièrement violent à l'âge de 15 ans. Après avoir passé 8 mois en prison pour mineurs, il a été placé dans ce foyer où il suit aujourd'hui une formation d'artisan peintre. T'as vu? Comme on a vu au niveau de sa chambre, comme il avait travaillé, on a vu que c'était du travail très appliqué, très propre. Il était très rigoureux dans son travail. Alors on a décidé de lui confier la tâche de refaire toutes les chambres. C'est plutôt méritant, on va dire. J'ai fait des braquages, petits braquages, pompe à essence, tabac, tout ça. On a braqué avec des armes, pistolet à plomb, tout ça. On en a fait 4 ou 5, jusqu'à que le dernier il a mal tourné. Et voilà, après on s'est fait attraper. Et après direct, ils ont fait perquisition chez nous. Ouais, ils avaient trouvé des armes, ils ont vu que ça correspondait à des braquages et tout ça. Tu peux recourir à faire un braquage avec les pistolets à billes, parce que tu as des forces de l'ordre, ils peuvent confondre. Eh ouais, je sais. Mais imagine qu'il y a une mauvaise interprétation de l'arme, c'est un soir, et tu te fais tirer dessus, et voilà quoi. Et tu te fais tuer pour rien. Ouais, mais même après ça se peut, même le mec du magasin il me tire dessus. D'un côté, c'est bien, je me suis fait attraper pendant les petits braquages, parce que je sais que si je me serais pas attrapé pour les petits braquages, je serais monté au gros braquage et là, j'aurais pas pris 1 an, j'aurais pris voire 6-7 ans, donc. Mineur surtout. J'ai passé pratiquement tous les anniversaires de mon père et tout ça, ma mère et tout ça, ma soeur en prison, hein. Même jour de l'an, Noël, mon anniversaire. Je peux vous dire que ça fait quelque chose. Hein. Ouais, vous entendez les gens, ils sont dehors, ils font la fête. Et nous, on est là, un chien. Ils vivent dans ce foyer pour jeunes délinquants dans des conditions moins dures que la prison pour adultes. On a une terrasse. Non, franchement, elles sont belles, ces chambres. En plus, on a une belle vue et tout ça. Donc, on est calés. On va être bien cet été. Thomas pense avoir eu de la chance d'avoir été arrêté avant que cela ne dégénère. Tu peux pas braquer et t'en sortir. Tu peux pas. Tu braques, bon, tu fais un braquage ou 2, tu t'arrêtes. Là, c'est encore, tu as des chances. Mais tu t'arrêtes pas de braquer, tu fais 2-3 braquages par semaine, 2-3 braquages par semaine. Est-ce que tu es fichu. Quand j'ai braqué pour la première fois, je venais de faire 15 ans. Et j'avais toujours 15 ans quand je me suis rattrapé. Donc pour vous dire que ça dure pas longtemps les braquages. Hein. Aujourd'hui, il a 17 ans et c'est le week-end. Il a le droit de rentrer dans sa famille, mais le directeur du centre l'avertit, pas de rechute. Comment c'est toujours pareil le week-end, hein, tu restes... Ouais. Hein, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut pas faire. Ouais. Hein, bon, ça va.
Ça va. Bah écoute, j'espère que tu passeras un bon week-end avec ta famille. Ça va, merci. Vous aussi. Rendez-vous dimanche soir. Ça va. Allez, libéré. Allez, au revoir. À dimanche. Allez, ciao. Ciao. Sur la route, Thomas revient sur le lieu de son dernier braquage. C'est un opticien qu'il visait. Quand il vient là, on le voit bien. Mais l'affaire a mal tourné. C'est là qu'il est tombé à l'âge de 15 ans. Ses complices étaient tous majeurs. Là, on voit bien, là, non? J'ai même plus envie de... Quand je pense ici, je suis dégoûté. Je dis, c'est ça qui m'a fait prendre 7 mois, Jeff. Des lunettes. Énervé, je suis dégoûté pour le mec et surtout pour nous. Moi, je suis sorti au bout de 7 mois. Et mes collègues, là, ils sont encore, ça fait bientôt 2 ans. Ils ont pris tous 5 ans, là. 5 ans pour des lunettes. Ça fait cher la lunette, hein. Thomas va bientôt sortir définitivement du centre de réinsertion et rentrer dans son quartier où la tentation rôde. Ah, bien vu. Il est reçu par un comité d'accueil. Et à les écouter, le braquage est devenu un acte banal. Ah, dodge, fais-le. Wesh. D'accord. Il est là, le petit. C'est fini les bêtises. Regarde. Dis-lui que c'est fini les bêtises. Vous savez ce qu'il a fait, tout ça. Là. Ce qu'on a fait. Il a fait des bêtises, hein. Il a fait un gros braco, père. Lui, il a un survêt Lacoste, il est rentré 2 semaines à le père. Plusieurs d'entre eux ont déjà été condamnés, mais difficile de savoir quelle est la part de bluff et de vérité. C'est un voyou. Ouais, lui, il est rentré 3 fois. 3 fois, il est rentré en prison, lui. Dis-moi, parle. Cet ado en polo bleu se dit être spécialiste des vols à l'arraché, mais pas seulement. J'ai arraché. Ils m'ont reconnu 15 victimes, ils m'ont mis sur le journal. J'ai rentré 15 jours et j'ai ressorti. C'est bon, lui, 15 jours, il a pas fait 6 mois. Ouais, je continue. Je cherche pas de sous, je suis en galère. Ben, je mets une cagoule et j'y vais. Ça passe ou ça casse. Je vais, je braque, je fais mes sous, je rentre chez moi. Ils donnent des détails sur leur manière de procéder. Avec des balles à blanc. Non, mais en l'air. Ben, parce que si je tire pas en l'air, ils croient que c'est un pistolet à billes ou quoi, ils vont pas me donner la caisse. Donc ça, quand je tire en l'air, ils donnent vite la caisse. Comment ça s'appelle? La moto. Ils restent sur la porte, comment ça s'appelle, le scooter allumé. Et moi, je fais tout. Je fais toutes les caisses qu'il y a. Il y en a beaucoup de risques. Parce que tu es là, tu cours avec la cagoule des fois dans la rue. Il y a des gens en voiture, ils essayent de te rentrer dedans, ils veulent faire les héros. Le risque est sérieux, mais ces petits caïds estiment qu'ils n'ont pas le choix. On est obligé de faire ça, presque obligé. On sait que nos parents pleurent, ils galèrent et tout, mais on est obligé de faire ça. Moi, mes parents, mon père, elle n'est pas là, et ma mère, elle travaille à domicile. Voilà. Elle gagne pas beaucoup, je ne demande pas de sous. Je veux pas le demander de sous. Un scooter, il coûte 1500. Ouais, mais aussi, là, en occasion, 1500 €. C'est pas maman qui travaille. Lui, c'est lui. 30 tours la journée que va nous payer. De plus, la prison pour mineurs n'a pas l'air de leur faire peur. Pour l'instant, là, je suis mineur, j'en profite parce que les peines ne sont pas beaucoup si je me fais attraper. Mais quand je suis majeur, ça, c'est sûr que j'arrêterai. Majeur, tu fais un braquage, tu prends 3-5 ans. Et mineur? Un mineur, tu prends quoi? Tu prends 6 mois, 8 mois et après tu ressors. Tranquille. Voilà, en 2-2. Tu arrives en plus là-bas, tu vas trouver 2-3 potes à toi du quartier. La prison, c'est pas une prison, c'est un foyer fermé. La prison, elle est agréable. Tu manges bien, tu fais du sport, je sais pas, ils font des sorties des fois. Tout ce que tu veux. Autour d'eux, des enfants qui écoutent ces jeunes se vanter de leur forfait. 12, 11, 10. Qui a braqué déjà? Personne. Et vous, quand vous entendez ça, là, vous avez envie de faire pareil? Non. Des ados qui seraient prêts à tous les risques pour gagner de l'argent. Un constat alarmant pour ces familles qui n'ont plus d'emprise. Comment travaille la police pour tenter de stopper les braqueurs? Retour dans le commissariat central de Marseille. Hervé, l'inspecteur en charge des vols à main armée, est lui aussi originaire d'une cité sensible. Et tout le monde n'a pas vu son entrée dans la police d'un bon œil. Je suis rentré dans la police il y a une vingtaine d'années. C'était plus ou moins bien accepté. Disons que j'avais des amis qui l'ont bien accepté, qui étaient contents pour moi parce qu'à l'époque, je rentrais fonctionnaire, donc j'avais un travail assuré.
Et d'autres qui l'acceptaient moins parce que j'étais policier. Donc il a fallu mettre les pendules à l'heure, comme on dit, à ce moment-là. Donc il y en a qui m'ont tourné le dos, à qui j'ai tourné le dos également d'ailleurs. Et d'autres qui l'ont très bien compris et on s'entend très bien à l'heure actuelle. Ce matin, il rejoint ses collègues pour une perquisition. Un homme s'est fait interpeller avec un fusil à pompe chargé. Allait-il commettre un braquage? Il doit fouiller son domicile pour trouver des indices. Mais il a été interpellé dans la nuit en se baladant sur un scooter avec un fusil de chasse canon et crosse scié en bandoulière, ce qui n'est pas très discret. C'est une arme qui est très appréciée des braqueurs, car elle est facilement dissimulable et qui a une puissance de feu à courte portée assez puissante. Pas d'armes. Au final, il ne trouve que de la drogue. 600 grammes de hashish. On a 2 plaquettes. Voilà, on a quelques barrettes. Et un couteau qui sert à la découpe des stupéfiants. Quoi. Il s'oriente peut-être sur un règlement de compte, une guerre de territoire pour vendre de la drogue. D'un premier avis, on s'oriente plus sur un trafic de stupes. Et à mon avis, cette personne devait en chercher d'autres. Allait-il commettre un meurtre ou braquer un commerce? L'explosion du trafic d'armes rend l'accès à de gros calibres beaucoup plus facile. Les braqueurs sont aussi parfois dealers, car il faut du cash pour acheter la drogue. Hervé va tenter de savoir d'où vient cette arme. Quel usage voulait véritablement en faire cet homme? La drogue est mise sous scellé et transmise à la brigade des stupéfiants. Place maintenant à l'interrogatoire en présence d'un avocat. Cet homme était encore inconnu des services de police. Je te présente un scellé numéro 1. Contenant un fusil de chasse à canon scié. Est-ce que tu reconnais cette arme? Celle avec laquelle on t'a interpellé? Oui, celle-là. Alors, scellé numéro 2. Contenant 7 cartouches calibre 12 à gros grain. C'est bien ça, oui. Alors, d'où provient cette arme? Je l'ai acheté à 2 semaines de ça. C'est des Romains ou des Yougos qui passent, ils vont monter en Italie, ils prennent, je sais pas. Ils avaient ça, ils m'ont proposé, j'avais un peu de sous, je l'ai pris. Je l'ai acheté 350 €. C'est bon des pays de l'Est, on en met. Hein? Est-ce que tu sais quelle voiture ils ont, dans quoi ils roulent? Une Mercedes à l'ancienne qui marchait bien, pleine de balafres, pleine de tout ça, plus chevelants. Bon, pour en revenir à cette nuit, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à 3 h du matin, ivre, sur un scooter, avec un fusil de chasse approvisionné en plein milieu de la Canadienne. Ouais, j'ai passé toute l'après-midi en train de boire. Hier, j'ai mélangé un peu. Et le soir, on a pris le Dax. Moi et mon collègue, on arrive en ville dans un bar. Une virée nocturne qui tourne mal. L'alibi de cet homme, il était ivre la veille. Il se serait fait agresser dans un bar et souhaitait revenir se venger. Le Dax, on va le garder jusqu'à que tu m'as. Au moins, on va leur faire peur. Voilà, mais pas y aller pour tuer, ni blesser, ni rien. Je te rappelle que tu avais quand même 2 cartouches de chevrotine engagées dans le fusil, quoi. Mais bon, je savais ce que je faisais, j'allais pas tirer avec. Dis pas que tu savais ce que tu faisais. Tu connais les dégâts d'une chevrotine à 3 mètres? Tu sais que la chevrotine, ça te fait un trou de 50 cm de diamètre, quoi. Tu le sais, ça? C'est pas une balle, c'est des plombs qui partent. Tu t'en sers pour chasser le sanglier de ça. En plus, le canon, il est coupé. La balle, elle part moins loin, mais elle part plus large. C'est-à-dire que si devant un bar, tu te sers de ton fusil, tu tires une cartouche, s'il y a 3-4 mecs qui sont côte à côte, tu les flingues les 4. Hein. Ouais, tu le savais, ça? Alors, me dis pas que tu sais ce que tu faisais. Parce que tu n'as pas chambré une, tu en as chambré 2 de cartouches. Tu me dis je voulais tuer personne, mais avec tes 2 cartouches, tu peux en tuer 8 facile. Tu sais que tu me dis ça. Je tendance à te croire que tu voulais pas tirer avec. Mais tu arrives là-bas, les mecs qui te voient débarquer là, ils sont 5 ou 6. Ils te voient arriver avec le fusil. Ils sont tous dans un bar. S'ils sont un peu aussi chauds que toi là, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe? Tu vois au devant de quoi tu allais là? Je reconnais que vous avez tiré dessus ou... En fait, si les mecs avaient eu peur, ça finissait bien. S'ils étaient armés eux aussi, ou s'ils étaient chauds comme toi, ça finissait en boucherie. Un règlement de compte, avorté grâce à l'intervention de la police in extremis. Il risque tout de même 1 an de prison pour infraction à la législation sur les armes. Il a le profil d'un braqueur potentiel, impulsif, inconscient et déterminé. Ceux qui font peur aux petits commerçants, victimes d'une explosion de hold-up ces derniers temps. La course-poursuite entre les braqueurs et la police continue. À l'école des bandits, il y a plusieurs catégories. En bas de l'échelle, les braqueurs de petits commerces les plus nombreux et les moins expérimentés.
Le niveau du dessus, les casseurs de bijouterie. Ensuite, il y a les bandes organisées qui visent les casinos, une des nouvelles cibles des braqueurs. C'est devenu un gros souci pour Benjamin Tranchant, patron de casino. 8 h du matin sur le tarmac du Bourget, un aéroport réservé aux avions privés. Benjamin a un jet, c'est son outil de travail pour se rendre dans ses 16 casinos sur toute la France. Et en ce moment, il doit faire face à une vague de braquage en série. 3 de ces casinos ont été braqués depuis le début de l'année. Il doit absolument trouver des parades. Si vous aviez un de ces braqueurs devant vous, qu'est-ce que vous feriez? Écoutez, je me suis souvent posé la question, étant chasseur, faisant beaucoup de tirs, je ne dis pas que j'étais en légitime défense parce que voilà, mais effectivement si j'étais dans un établissement que j'avais une carabine de chasse ou je ne sais quoi, je pense que je tirerais dans la voiture, quitte à gérer des ennuis qui iraient derrière, mais la voiture ne partirait pas sans qu'il y ait des conséquences pour eux, c'est à peu près sûr. La légitime défense est strictement encadrée. Elle doit être proportionnée à l'attaque. En clair, pour riposter, il faut que sa vie soit en danger. Mais les services de sécurité des casinos n'ont pas le droit d'être armés. Benjamin se rend dans la région lilloise, car en moins de 24 heures, il y a eu 2 braquages de casinos. Je dirais que les casinos, c'est facile d'accès. Si vous comparez avec une banque, vous avez maintenant un SAS. Nous, c'est un établissement destiné à recevoir du public, donc je dirais qu'en simultané, on peut avoir 15, 20, 30 personnes qui rentrent en même temps. Donc bien entendu, sur un samedi soir, vous avez 4-5 000 personnes à l'intérieur. Entre guillemets, n'importe qui peut s'infiltrer. C'est un problème nouveau qui devient maintenant récurrent, puisque sur 2011, on est déjà au 8e ou 10e braquage. Que 2009, il y en a eu 9 ou 10 également. Donc en fait, on remplace les banques aujourd'hui, puisqu'à l'époque, c'était plutôt les banques. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus d'argent dans les banques. Ce sont ces casinos de province qui attirent les braqueurs. Les bandits pensent qu'il y a beaucoup de cash à l'intérieur. Il y a quelques semaines, dans ce casino, le personnel a vécu une prise d'assaut par un commando. Benjamin vient remonter le moral de ses employés. On arrive dans le poumon du casino, les machines à sous. 92% du chiffre d'affaires dans les casinos français sont réalisés par ce qu'ils appellent les bandits manchots. Voilà. Pour payer les clients, il faut du cash. Et sur certaines machines, les joueurs pourraient gagner jusqu'à 1 million d'euros. Les casinos, c'est encore l'un des derniers endroits où il y a autant d'argent dans les coffres. Des sommes qui attirent des malfrats déterminés et parfois violents. Un lundi soir vers 2 h du matin, au début du mois de février, une bande organisée comme un commando, avec des brassards de police et des kalachnikovs, prend d'assaut le casino. Voici la vidéosurveillance. Le groupe de gauche part dans la salle des jeux, le groupe de droite dans la salle des machines à sous. Donc vous voyez exactement que le repérage a bien fonctionné, puisqu'ils savent exactement où il faut aller. Un premier groupe s'occupe de la caisse d'entrée. Ils prennent en otage une employée le temps de vider la caisse. Au même moment, le deuxième groupe fait irruption dans la salle des jeux de table. Les clients se cachent immédiatement. Vous allez voir le comportement du croupier qui, lui, est le premier à se cacher. En fait, donc il connaît bien les mesures de sécurité. Le responsable sécurité de la salle des jeux était là au moment du braquage. Il a vu débarquer les bandits. J'étais ici, et de là, je vois l'entrée, j'ai vu arriver l'individu assez rapidement. Et je me suis dit au départ, c'est la police, parce qu'il était habillé en noir, il y avait un bandeau ici. Il m'a dit à moi, allonge-toi, surtout toi, et si tu bouges, je te fume. Donc c'est ça qu'il m'a dit. Donc moi, je me suis allongé ici. De là, je voyais mon collègue qui me regardait, et je voyais les autres clients qui étaient sous la table. Et à ce moment-là, on a peur pour sa vie ou pas? C'est sûr que j'ai pensé, si je bouge, je vais peut-être prendre une balle, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, le mieux, c'est de montrer qu'on n'est pas stressé. Peut-être que si j'avais bougé, fait quelque chose, il aurait été aussi stressé. Il faut à tout prix éviter la confrontation avec la police dans l'établissement. Cela pourrait tourner à la fusillade. Leur but principal, c'était quoi? Qu'ils sortent du casino. Comme ça, après, ils peuvent intervenir. Parce que s'ils interviennent pendant qu'il y a des clients, là, ils peuvent avoir prise d'otage. Et ça, c'est pas bon. Le temps est compté avant que la police arrive. Le commando s'attaque d'abord aux caisses principales, juste devant la salle des coffres. Kalachnikov à la main, un des braqueurs s'assure qu'aucun vigile ne vienne jouer les héros. Vous voyez, l'individu pénètre dans la caisse, donc prendre le cash qu'il y a.
cherchent en même temps, voir s'il n'y a pas de l'argent qui serait caché autre part. Après avoir vidé la caisse, ils essayent de s'attaquer à la salle des coffres. Mais le caissier ne peut y accéder, alors il s'énerve. Ça, c'est parfaitement inqualifiable, puisque je dirais qu'il a exécuté ses ordres. Mais la gratuité et la méchanceté faisant qu'un petit coup sur la tête sera mieux pour lui. Le temps presse. La salle des coffres est inaccessible. Ils commencent à paniquer et espèrent trouver du cash dans une partie du casino interdite au public. Ils vont tomber nez à nez avec Christelle, qui travaille au casino depuis 17 ans. À ce moment-là, elle faisait sa pause. Voilà, donc moi, j'étais ici. J'ai entendu du bruit dans la salle de jeu, donc je pensais que c'était des clients qui se disputaient. Et je suis arrivée ici, dans le milieu du couloir. Et j'allais ouvrir la porte et j'ai entendu tous à terre où je tire. Donc je suis restée figée, évidemment, pas moyen de bouger. Et ils ont ouvert la porte. Un braqueur a ouvert la porte. Il m'a attrapée par le bras en me demandant d'ouvrir le coffre. Quand je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que j'étais barman, il a insisté encore un petit peu et il m'a dit « allonge-toi ». Donc je me suis allongée ici. Il m'a dit « allonge-toi, tu bouges pas, je te ferai pas de mal ». J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur pour ma vie parce qu'il me semble, je me souviens pas vraiment, mais je leur ai dit « faites-moi pas de mal, j'ai des enfants ». Il me semble que je leur ai dit ça. Et après, j'ai eu peur pour mes collègues parce que je les ai entendus. J'ai entendu tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait à mes collègues. Parce qu'ils ont été violents avec plusieurs de mes collègues. J'ai eu beaucoup de chance. Cela fait quelques minutes que les braqueurs sont dans le casino. Ils doivent prendre la fuite. Mais ils n'ont pas réussi à pénétrer dans la salle des coffres. Ils repartent avec un butin ridicule, quelques milliers d'euros. Les casinos ne sont pas des proies si faciles. Derrière les caisses, des procédures de sécurité rendent l'accès à l'argent très compliqué. Là, vous êtes sur la partie entre guillemets la plus sensible, sachant que dans ces caisses, il n'y a quasiment pas d'argent. Le bandit est déçu, peu de liquide dans les caisses, l'argent est régulièrement transféré dans une salle des coffres ultra sécurisée. L'individu a tiré à travers une cloison et une porte où un de nos collaborateurs se trouvait pour dire il faut ouvrir le coffre. L'objectif des braqueurs, la salle des coffres. Un dédale de porte avec code, mais là, mauvaise surprise. Voilà, on est sur la deuxième porte blindée et on n'est toujours pas dans la salle des coffres. Donc vous voyez le parcours du combattant qu'il y a à faire. Il n'y a que des sacs de monnaie dans cette première pièce. 50 centimes, alors ça c'est pas léger, hein. Ça, c'est pas comme des billets. Voilà. Pour accéder au centre névralgique du casino, il y a une troisième porte blindée avec code. Tout est fait pour décourager les braqueurs, retarder leur accès au coffre principal. Et là en fait vous êtes dans la salle des coffres. Et en fait, vous vous apercevez qu'il n'y a quasiment pas de billets. Grosse déception au final, l'argent est stocké dans ce petit coffre doté d'un système d'ouverture à retardement. Pour le personnel, impossible de l'ouvrir même sous la menace. Et ben là, il va falloir patienter pour l'ouvrir, même pour nous. Cela empêche bien souvent les braqueurs d'arriver à leur fin. Au final, le préjudice n'est pas vraiment financier pour les casinos, mais surtout psychologique pour le personnel et la clientèle. Benjamin a dû mettre en place une cellule pour aider ses employés à faire face au traumatisme. Bon, écoutez, bonjour à tous. C'est clair que pour nos collaborateurs, de savoir qu'ils sont confrontés à ce type d'événement, pour nous, ça nous est insupportable. Le message du patron est clair, ici les salariés ne travaillent pas dans un jardin d'enfants. Et il va falloir faire face à cette vague de braquage sans précédent. Quand je suis au travail, il y a toujours un moment dans la soirée où j'ai une crainte. On est dans une activité à plus haut risque que si vous travaillez dans un center park. Bien sûr. Donc je dirais que c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de travailler dans une sérénité complète. Mais forcément, le métier dans lequel vous évoluez les uns les autres, eh ben, on est plus exposé et exposable que d'autres activités. Plus de 10 braquages de casinos en moins d'1 an. Les bandits vont chercher l'argent là où les systèmes de sécurité sont les plus faillibles. Et l'un des dossiers les plus sensibles du moment, le DAB, le distributeur automatique bancaire. Depuis quelques années, il n'y a que très peu d'argent liquide dans les banques. La majorité du cash se trouve dans des coffres, derrière les distributeurs, pour vous permettre chaque jour de venir retirer de l'argent dans les 50 000 guichets sur toute la France. Pour les alimenter, les banques se sont déchargées de cette responsabilité sur les transporteurs de fonds. Première étape, les convoyeurs de fonds transportent l'argent pour les déposer dans la banque. Ensuite, c'est un homme seul et non armé, le dabiste, chargé de réalimenter régulièrement les distributeurs. Il a les clés du DAB, c'est le maillon faible du transport de fonds. Discrètement, il pénètre par une porte juste à côté du distributeur. Un dabiste a accepté de porter une caméra cachée et de nous montrer les coulisses de cette profession devenue à haut risque. Il y a environ un braquage par semaine, c'est devenu un problème de sécurité nationale.
Le dabiste est en liaison téléphonique permanente avec un centre de sécurité. Une fois à l'intérieur, il nettoie les machines et prend l'argent dans des coffres à ouverture à retardement, pour ensuite recharger les DAB. Officiellement, il est technicien de maintenance. Il manipule des milliers d'euros et risque sa peau à chaque mission. Salaire de la peur, pas loin du SMIC. D'accord. Donc ça représente plus que mon salaire en un mois. À imaginer. Les bandits ne manquent pas d'imagination. Cet été, 3 dabistes ont été pris en otage avec des ceintures à explosifs qui se sont révélées fausses. Famille séquestrée, dabistes violentés. Mais l'un des procédés souvent utilisés pour accéder au cash du distributeur, c'est l'attaque à la voiture bélier. Un procédé extrêmement violent qui met en danger la vie du dabiste. Sur ce document amateur, un véhicule vient de percuter un distributeur pour pénétrer dans la salle des coffres. Pendant qu'un des braqueurs tente d'accéder au cash, son complice met le feu à la voiture pour effacer toute trace. Les hommes portent des casques de moto pour ne pas être reconnus. Le complice ressort de l'agence bancaire avec 2 sacs de billets. Un scooter déposé sur le trottoir les attend, c'était leur moyen de fuite. Manque de chance pour eux, ce dernier ne démarre pas. Ensuite, c'est un peu la panique. Les 2 hommes tentent de voler une voiture garée en double fil, en aspergeant son propriétaire de gaz lacrymogène. Là encore, ils échouent. Les clés de contact ne sont plus sur la voiture, ils décident finalement de partir en courant. Ils seraient toujours en fuite, selon la police. Pas de mort à ce jour, mais en 6 mois, 14 distributeurs ont été braqués en Île-de-France. Nous avons retrouvé Stéphanie, une dabiste victime d'un braquage il y a quelques semaines. Je m'apprêtais à faire une gestion dans l'agence. Ils étaient passés par l'étage et ils m'attendaient derrière une porte. Donc ils m'ont braqué avec un revolver. Pendant 20 minutes, ils ont vidé les distributeurs. J'ai cru que c'était la fin de mes jours, mes derniers instants de vie. Donc c'est vrai on se sent un peu seul au monde. Ces images de vidéosurveillance montrent la situation qu'a vécue Stéphanie. Elle s'est retrouvée seule, menacée par un homme armé dans le petit local derrière les distributeurs. Suite au choc psychologique, je faisais énormément de cauchemars, d'être poursuivie, je revoyais souvent la scène où j'avais la revolver sur la nuque. Et dès que les braqueurs étaient cagoulés, donc je voyais des gens cagoulés partout. La majorité des dabistes de son agence se sont déjà fait braquer. Alors, pour tenter de stopper l'hémorragie, sa société mène une expérience pilote. Point de départ, le Centre Fort, un site ultra sécurisé, là où est stocké le cash avant d'être convoyé vers les banques. Il y a encore quelques jours, Vanessa travaillait seule sans armes en civil pour alimenter les DAB. Dorénavant, elle va travailler avec les convoyeurs. Là, je vais percevoir mon arme, donc pour la journée. C'est la seule femme de ce service. Les convoyeurs ont un fusil à pompe, les dabistes un simple revolver, car ils doivent garder les mains libres pour recharger les distributeurs. Quelques conseils techniques de ses nouveaux collègues avant de démarrer la journée. Tu hésites à laisser ta main de côté par rapport à ton arme. Ton arme, c'est si tu as besoin, c'est pas tout le temps. Faut pas que tu mettes ta main dessus tout le temps. Tu ouvres tes clés tranquille avec la main gauche et puis voilà, quoi. Non, mais ça va bien se passer. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça, donc effectivement ça leur change la vie, quoi, par rapport à d'habitude où ils n'ont pas d'armes, où ils sont en civil, et là ils ont un uniforme, un gilet pare-balles, c'est différent, quoi. C'est quand même un milieu de, on va dire entre guillemets, macho, et là maintenant à nous de leur montrer qu'on est là, qu'on n'est pas faible, qu'on est capable d'exercer ce métier. Deuxième étape, il faut remplir son chariot de billets de banque. En fait, Vanessa va cumuler 2 fonctions, transporter les fonds et ensuite alimenter les DAB dans la foulée. Dorénavant, elle circulera en véhicule blindé avec les convoyeurs. Vanessa sort du Centre Fort pour aller alimenter des DAB en région parisienne. Ouais. C'est la première à sortir du camion, main sur le colt. Une fois le périmètre sécurisé, le convoyeur amène les sacs et les valises de cash. Je me sens sereine, mais en même temps un peu stressée. Un instant. Faut que je surveille aussi tout ce qui est l'environnement.
vrai qu'il faut être vraiment très très vigilant à ce niveau-là. Ouais. Surtout pour la protection du collègue. Une fois à l'intérieur, Vanessa fait son job et elle alimente les distributeurs automatiques bancaires. Le camion reste face au DAB pour éviter les attaques à la voiture bélier. Vanessa espère bien qu'elle ne sera pas victime de braquage à l'avenir. Mais l'actualité récente montre l'émergence de nouvelles bandes armées qui montent au braquage comme on va à la guerre. Du jamais vu, 9 braquages de convois et 5 de centres forts depuis le début de l'année. Les bandits les plus chevronnés s'attaquent à ces forteresses, là où transite l'argent entre les banques et les commerces. Xavier Claudel, le chef de la brigade de répression du banditisme à Marseille, a dû faire face à l'attaque de ce centre fort situé en banlieue. Les malfaiteurs se sont regroupés ici, ont forcé le portail d'accès aux locaux du site et ont été surpris par les gendarmes alors qu'ils se regroupaient au niveau du bâtiment. La tentative de braquage tourne au duel armé avec les gendarmes, comme en témoignent ces impacts de balles suite aux échanges de coups de feu. La brigade de Xavier Claudel a depuis neutralisé le groupe de malfaiteurs, mais d'autres sont toujours en activité et lui donnent du fil à retordre. C'est vrai qu'on a affaire à des gens qui sont particulièrement aguerris, qui connaissent les techniques de police. Ça nous pose quelques difficultés, c'est sûr, pour identifier les auteurs et les interpeller. Marseille a connu récemment plusieurs attaques de fourgons. L'une d'entre elles fut particulièrement violente. L'attaque du fourgon avait eu lieu ici, là, à peu près au niveau du feu. Juin 2009, en plein Marseille. Une scène digne d'un western. Voici des images amateurs. Il est 10h ce matin sur cette autoroute urbaine près du Grand Port. Le fourgon de transport de fonds est bloqué par 2 camionnettes en feu. Une dizaine de gangsters cagoulés et lourdement armés dévalisent le fourgon en ramenant des sacs de billets dans une grosse cylindrée. Des centaines de coups de feu sont tirés en direction des équipages de police et les bandits finissent par asperger d'essence la route. Une opération commando qui vire à la guérilla urbaine. Butin, 2 millions d'euros et le gang est toujours activement recherché par la BRB. Parmi les spécialistes de braquage de fourgons blindés, il y a Karim Maloum, ancien pilier de rugby à Perpignan, passé directement à la case grand banditisme. Il a fait partie d'un gang surnommé la Dream Team, une équipe qui a terrorisé les banques pendant les années 90. Il est tombé pour 2 braquages de convois en l'an 2000, une arrestation qui avait défrayé la chronique. Impressionnant, ce commando, armé de fusils mitrailleurs, attaque un fourgon blindé porte de Gentilly. Montant du butin, à l'époque, 30 millions de francs. La police retrouve les gangsters moins de 48 heures plus tard. Karim s'est fait arrêter dans sa planque avec ses collègues. Les inspecteurs retrouvent aussi le butin et des armes de guerre qui ont servi au braquage. Depuis, Karim a fait 8 ans de prison, dont 3 à l'isolement. Il veut démythifier la légende du grand braqueur, il veut prévenir les candidats à l'enfer qui les attend. Victime de 2 tentatives d'assassinat il y a quelques mois, il vit aujourd'hui traqué comme une bête. On n'explique pas assez aux jeunes ce qui va découler de leurs actes. Quand on commence à mettre un pied dedans, on s'en sort pas. J'essaierai de lui dire par où moi je suis passé, la souffrance que ça va engendrer pour leurs proches quand tu vas te faire attraper, parce que tôt ou tard tu te fais attraper. Il n'y a pas de bandit qui réussit. Ça n'existe pas. Il y a la prison ou la mort. Et même quand il y a la sortie après, il y a le passé qui revient très vite. Même une fois sorti de prison, il est difficile de rompre avec le milieu. Voilà, depuis 3 ans, ma sortie, tout se passait très bien. Et voilà, et après j'ai été rappelé au bon souvenir du passé. On a essayé de m'assassiner il y a quelques temps. Voilà, donc après, moi, ça m'oblige à reprendre certains automatismes. Pourquoi, par qui, je ne sais pas. Mais voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire que tu ne peux plus rentrer chez toi, tu ne peux plus voir ta femme, tes enfants, tu ne peux plus aller travailler normalement. Karim vit aujourd'hui comme s'il était en cavale. Le braquage, un engrenage infernal dont il est extrêmement difficile de se sortir. Pour faire face à ces équipes de gangsters expérimentés, les sociétés de transport de fonds doivent en permanence trouver de nouvelles parades. Ils forment leur personnel comme des commandos. 8h du matin dans un centre d'entraînement militaire en banlieue parisienne. Ici, on apprend aux convoyeurs à défendre la diligence. En embuscade, des hommes cagoulés préparent une attaque en règle. Pour stopper le convoi, une voiture leur barre la route. Stop!
Des simulations d'attaque par des bandits plus vrais que nature. Non, c'est pour mettre un peu d'émulation dans la simulation, pour essayer un peu de leur faire voir un peu ce que c'est la réalité. Depuis le début de l'année, il n'y a jamais eu autant d'attaques dans le transport de fonds. Et la plupart des braquages ont lieu sur le parcours des fourgons blindés. Les professionnels doivent s'entraîner pour faire face à la dure réalité d'un braquage. Un formateur les entraîne à la conduite extrême, la clé pour se sortir des pièges tendus par les gangsters. Vas-y. Maintenant. Allez, tu t'arrêtes. Là, on y va. Premier exercice, freinage d'urgence et dégagement en marche arrière. C'est d'avoir une belle position de conduite. Allez, tu prends de la vitesse maintenant. Super. Ouais, c'est remarquable ce que tu es en train de me faire. Continue sur cette lancée. Très technique, il faut pouvoir s'enfuir en cas de conflit, sortir de l'embuscade. Allez, tu bloques. On est reparti. Vite, reste pas en plan. Débrief immédiat avec l'instructeur. Simplement parce que tu avais paumé des gestes précis. Alors que tout le début de ton exercice était extrêmement précis. Ils doivent travailler sur les réflexes pour éviter la panique en cas d'attaque. Quand ils font un braquage, ils ont eu le temps de se renseigner, de se placer, de ceci, de cela. Pour nous, c'est de l'urgence pure sur l'instant T, quoi. Des fourgons qui coûtent 150 000 € pièce. Très puissants, ils peuvent dégager de gros obstacles. C'est une situation qui est malheureusement mise en pratique dans 95% des braquages. Ils apprennent aussi à conduire à l'aveugle en cas de navigation sans visibilité à cause des fumigènes ou d'explosions de véhicules sur leur parcours. Et pour terminer, une conduite avec pneus crevés. Coûte que coûte, il faut pouvoir s'enfuir. Évidemment, ça secoue un petit peu plus au niveau du volant, mais il ne nous empêche pas d'avancer, de faire un demi-tour, de descendre. Voilà. OK ? Suivant. Ces convoyeurs reçoivent une formation quasi militaire pour protéger la diligence. Passage obligé, le centre de tir. Il faut apprendre à maîtriser son sang-froid pour éliminer ses adversaires. Un coup de sifflet, 2 cartouches. Il y a quelques semaines, les convoyeurs ont riposté. 2 bandits en ont fait les frais, un mort et un blessé grave. Enfin, l'étape la plus dure dans la formation. Faire face à une agression surprise lors du transfert de fonds dans la rue. Ces convoyeurs doivent franchir une série d'obstacles. Couloirs sombres, escaliers. Convoyeur, t'as pas une petite pièce? Monsieur, bougez pas. Bois un petit coup. Bougez pas, monsieur. T'as pas une petite pièce? Cigarette. Vas-y, rentre. Donne-moi une petite cigarette. Oh, c'est pas joué. Et enfin, surprise. Touchez-vous, bordel de Dieu! Touchez pas mon truc! Touchez-vous! Couche-toi! Arrête les mecs! Joue pas le con! Couche-toi! Couchez-vous! Dégage! Ne bougez pas, jouez pas au héros! Alors dégage! Restez là! Toi non plus, clochard, t'as rien vu! Couche-toi! Couche-toi! Allez, recule, dépêche-toi, vite! Bouge pas! Pris au dépourvu, les convoyeurs lâchent immédiatement les valises intelligentes qui rendent l'argent inutilisable. C'est bon, c'est fini, tout le monde en salle. Débrief de suite. Ensuite, on tire les conclusions de cet exercice avec une psychologue. C'est violent. C'est violent. On va inciter les convoyeurs, par l'action violente, à obéir le plus rapidement possible. Oui, et puis repérer les systèmes de pression qui sont très importants. Cris, d'autres choses. C'est très réaliste. C'est très réaliste. Donc c'est assez proche de la réalité en fait. Il y a une violence qui est déployée qui est importante. Petit débriefing de groupe pour ces employés en formation continue. Je les félicite tous. Mais face à cette violence sans limite, il existe pourtant une parade. Elle n'est ni violente ni dangereuse, mais très astucieuse. Direction Dijon. Dans cette usine spécialisée dans l'équipement de transport de fonds, on a mis au point une technique très spéciale, une valise intelligente réputée inviolable. Un système anti-effraction avec de l'électronique et surtout de l'encre indélébile qui équipe des cassettes dans laquelle sont transportés les billets.
pour prévenir toute tentative des autocollants qui alertent les braqueurs. Quand vous prenez une valeur moyenne du billet autour de 20 €, vous avez de l'ordre de 50 000 € dans chacune des petites valises comme ça. Donc ça représente beaucoup d'argent. Ils sont transportés exactement comme ça par les convoyeurs, de façon quotidienne. Un procédé d'autodestruction qui permet de piéger l'argent. On va procéder à une attaque avec un pied de biche, c'est ça? Ce dispositif, c'est le cauchemar des braqueurs. L'un des ingénieurs va tenter de perforer cette cassette. Voilà, le système a déclenché, les fonds sont complètement maculés. Toute effraction rend automatiquement les billets inutilisables. Le conteneur est très léger. Voilà, et voyez le résultat, donc... Ça, c'était les billets qui n'étaient pas emballés. Voilà, les billets emballés. Les billets maculés ne peuvent plus circuler. Alors, grâce aux nouvelles technologies, un monde sans braquage est-il possible? Cette technique a fait ses preuves. Pour exemple, le cas belge. Direction, un centre fort dans la banlieue de Bruxelles. Ici, le système a été imposé par la loi. Mais il aura fallu une grève générale des convoyeurs suite à plusieurs agressions. Jean-Marc s'en rappelle, car il a été l'une des dernières victimes en 2007. Ce jour-là, Jean-Marc a bien cru qu'il allait perdre la vie. Je sors du fourgon et je me retrouve confronté à 3 personnes, cagoulées et fortement armées. J'ai une valise, mais qui n'est pas une valise intelligente. Ils me mettent à genoux et ils me menacent de leur arme et partent avec les fonds. Les gens qui ont été mis à genoux, il y a toujours eu exécution d'hommes, quoi. On m'a mis à genoux et moi, j'ai vu passer ma vie. Et là, je sais ce que c'est vraiment d'avoir eu peur, quoi. Ma femme, elle était enceinte de ma fille. Donc, même que je n'avais pas vu, enfin, à part une échographie, j'ai vu une petite blonde passer quand j'étais à genoux, quoi. C'est pas des blagues, c'est vraiment ce que je raconte, c'est la vérité. On voit vraiment défiler sa vie quand on est dans un moment pareil. En fait, la personne qui me tenait en joue avec le GP s'est fait descendre par ses collègues. 2 balles dans la nuque, 3 balles dans la tête. C'est un code entre gangsters, comme quoi lui, il aurait dû me tirer dessus et il n'a pas fait son boulot. Donc il a été descendu par ses collègues. Depuis, la Belgique a imposé la généralisation du système de valises intelligentes. Plus aucune attaque. Aujourd'hui, les convoyeurs sont toujours armés, mais le travail est beaucoup moins dangereux. Dans leur centre fort, tout est informatisé. Plus proche d'un monde de col blanc, bien loin de l'ambiance Fort Knox des centres forts français. Cet employé programme ses valises avec une seule destination. Et la mallette est géolocalisée en permanence. Ce ne sont plus des fourgons blindés, mais des camionnettes banalisées. Leur mission du jour, desservir en liquide l'aéroport de Bruxelles. Gilet pare-balles et colt à la ceinture, mais détendu. Vous ne craignez pas d'être attaqué à ce moment-là? Non, du tout. Aucune crainte au niveau attaque. Sur les valises, des logos pour signaler que les mallettes sont piégées à l'encre. Au début, il y a eu plusieurs attaques, mais depuis, les bandits ont compris. Tout est minuté. Le cerveau de la mallette a un temps limite entre le fourgon et l'agence. Nous avons 20 minutes. Si on dépasse le temps, automatiquement, la dégradation de la cassette. Si quelqu'un veut vraiment, d'une manière armée, pour essayer de nous saisir une valise, on leur remettra la valise, mais de toute façon, dans les 20 minutes, la valise sera détruite et les billets seront remplis d'encre. Plus d'angoisse pour ces professionnels du transport de fonds, plus aucune attaque depuis 2007 en Belgique. Nous avons 60 secondes pour placer la cassette à l'intérieur du DAB et vice-versa. Un contraste saisissant avec les convoyeurs français. En France, seuls 10% des distributeurs automatiques bancaires sont équipés avec ce dispositif. Seul problème, sa généralisation a un coût prohibitif. Plusieurs millions d'euros supplémentaires à verser pour stopper les braqueurs.